Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose d'un peu invisible, mais qui est partout autour de nous, la théorie des obligations. Bonjour. Oui, c'est un peu les fondations de notre société. Exactement. Et pour nous guider, on a un excellent résumé de l'œuvre d'un juriste, Mamoun Al-Kouzbari. L'objectif, c'est de comprendre ce qu'est une obligation en droit. Ce n'est pas juste une promesse, hein. Non, c'est ça. C'est un vrai lien juridique. Il y a un créancier qui peut exiger quelque chose et un débiteur qui doit s'exécuter. Voilà. On va donc explorer ensemble comment ces liens naissent, ce qui peut les rendre invalides et puis comment ils se terminent. Et c'est un sujet bien plus passionnant qu'il n'y paraît. Ça régit tout, de l'achat de votre café le matin À au son million. contrat. Exactement, c'est le code source de nos interactions. Alors, pour que ce soit clair, on peut suivre un peu le cycle de vie d'une obligation. Oui, bonne idée. D'abord, sa naissance, d'où vient-elle? Mhm. Ensuite, on verra ses maladies, disons. Ce qui peut mal tourner dès le départ. C'est ça. Qu'est-ce qui peut vicier un engagement? Et enfin, sa vie et sa mort, ses effets et comment elle s'éteint. C'est un super programme. Alors allons-y. La naissance, j'imagine que le plus simple pour créer une obligation, c'est de se mettre d'accord. Le contrat, quoi. C'est exactement ça. Le contrat, c'est la source reine. La définition classique que reprend Al-Kouzbari, c'est la rencontre d'au moins deux volontés, D'accord. faites dans le but de produire des effets de droit. Créer une obligation, bien sûr, mais aussi la modifier, la transmettre ou même l'éteindre. C'est vraiment l'outil de base. Oui. Et la source, les classes sont plus sur catégorie pour que ce soit plus concret. Il y a les contrats synalagmatiques. Oui, synalagmatique. Ça veut juste dire que tout le monde a des obligations. Dans une vente, le vendeur doit livrer, l'acheteur doit payer. Logique. Et à l'inverse, il y a les unilatéraux. Voilà, comme une donation. Une seule personne s'engage à donner. Mais la distinction qui me parle le plus, c'est celle sur la manière dont le contrat se forme. Ça, c'est très concret. Oui, c'est une distinction très très pratique. La plupart de nos contrats du quotidien, ce sont des contrats dits consensuels. Consensuel. Le simple consentement suffit. Exactement, le simple oui. Quand vous achetez du pain, vous concluez un contrat de vente. Il y a accord sur la chose, le pain et le prix. Pas besoin de signer quoi que ce soit. C'est la base. Mais des fois, ça ne suffit pas. Non. Pour des actes plus graves, la loi va exiger une forme particulière. Ce sont les contrats solennels. Ah, là je pense à l'achat d'une maison par exemple. C'est l'exemple parfait. On ne peut pas juste se serrer la main, il faut passer devant un notaire, signer un acte authentique. La forme, ici, protège les parties. Elle s'assure qu'elles ont bien mesuré la portée de leur engagement. Et il y a une troisième catégorie, encore plus particulière. Oui, ce sont les contrats réels. Là, ce n'est ni le consentement seul, ni la forme. Le contrat ne naît qu'au moment où la chose est remise. Comment ça? L'exemple type, c'est le dépôt. Vous me demandez de garder votre valise. Le contrat ne commence pas quand on se met d'accord, mais au moment précis où vous me la donnez. Ah, d'accord. Tant que je ne vous l'ai pas donnée, vous n'avez aucune obligation de la garder. Aucune. Le contrat naît avec la remise de la chose. C'est clair. Donc, le contrat est la source numéro un. Mais est-ce que je peux me retrouver obligé de faire un truc sans avoir signé de contrat? Absolument. Et c'est là que le droit devient, je trouve, vraiment fascinant. Il reconnaît que des obligations peuvent naître même sans négociation. Ah oui, La première de ces autres sources, c'est ce que le résumé appelle la volonté unilatérale. une seule volonté? Ça veut dire que je peux m'engager tout seul, sans que quelqu'un accepte en face? Précisément. L'exemple parfait de la source, c'est la promesse de récompense. Comme dans les films? Exactement. Vous perdez votre chat. Vous collez des affiches. 100 € à celui qui retrouve Mistigris. Oui. Eh bien, par cette seule déclaration, vous avez créé une obligation juridique. La personne qui vous ramène le chat, elle devient votre créancière. Vous êtes légalement tenu de payer. Incroyable. La petite annonce sur le poteau a une vraie force de loi. Votre seule parole vous a lié. D'accord. Et à part cette promesse, il y a d'autres cas? Oui. Un autre cas, fondé sur l'équité. L'enrichissement sans cause. L'idée est simple. Personne ne doit s'enrichir injustement aux dépens de quelqu'un d'autre. Il faut un exemple. D'accord. Imaginez que votre voisin paye une entreprise pour refaire sa clôture. Mais les ouvriers se trompent et refont la vôtre. Ah, la bonne surprise. Voilà. Vous avez une clôture neuve que vous n'avez pas payée. Vous vous êtes enrichi. Votre voisin s'est appauvri. Et il n'y a aucun contrat entre vous. Et donc? Eh bien, la loi intervient. Elle crée une obligation pour vous. Vous devez l'indemniser à hauteur de la valeur de cet enrichissement. Donc je ne peux pas juste dire merci pour le cadeau et voilà. Non. Le droit vient rétablir l'équilibre. C'est juste, finalement. Et enfin, la dernière grande source, c'est la responsabilité civile. L'obligation de réparer un dommage causé à autrui. Ah oui, ça me parle. On distingue le délit, qui est intentionnel, Je casse volontairement la fenêtre de quelqu'un. voilà, et le quasi-délit, qui est une négligence. Vous laissez tomber un pot de fleurs de votre balcon et il blesse un passant. D'accord? Dans les deux cas, volontaire ou pas, vous avez l'obligation de réparer le préjudice. Le but n'est pas de punir, ça c'est le droit pénal, c'est de compenser la victime. Ok, donc on a l'accord, la promesse solitaire, un déséquilibre économique ou un accident. C'est beaucoup plus large que ce que je pensais. Mais revenons au contrat. On a vu comment il naît en bonne santé. Mais que se passe-t-il quand il naît, disons, malade? C'est une question centrale. Le consentement, c'est vraiment le pilier de tout.
La source détaille ce qu'on appelle les vices du consentement. Les défauts, en gros. C'est ça. Le premier vice, c'est l'erreur. Ralat en arabe. Se tromper. Tout simplement. Oui, mais pas n'importe quelle erreur. Une simple erreur de calcul sur une facture, ça se corrige, ça n'annule pas la vente. D'accord. Non. Pour que ça compte, l'erreur doit porter sur une qualité substantielle. L'exemple classique du résumé. Vous achetez un chandelier en pensant qu'il est en argent massif, en fait il est en métal argenté. Ah oui, ce n'est pas la même chose. Pour vous, le fait qu'il soit en argent massif était essentiel. Sans cette croyance, vous n'auriez jamais acheté. C'est ce type d'erreur-là qui peut annuler le contrat. Et si je me trompe sur la personne avec qui je traite? C'est possible aussi, mais c'est plus rare. C'est seulement si l'identité de la personne était la cause principale de votre engagement. Par exemple? Vous engagez un peintre célèbre pour faire votre portrait et vous vous rendez compte que c'est un homonyme sans talent. Là, oui, le contrat peut être annulé. Ok, logique. Deuxième problème possible. La pression, la menace, si on me force à signer. C'est le deuxième vice. La contrainte, ICRA. Et là aussi, les conditions sont strictes. Il ne s'agit pas d'une petite pression amicale. Il faut que ce soit sérieux. Très. Il faut une menace d'un mal considérable, physique, moral, sur vos biens. Une menace qui inspire une vraie crainte et qui est la cause directe de la signature. Sans cette menace, vous n'auriez jamais signé. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même dit oui. Ma volonté existait, mais Elle n'était pas libre. C'est toute la nuance. ça m'amène à une autre question. Qu'est-ce qui se passe si la personne n'est tout simplement pas capable de consentir? Un enfant, par exemple. C'est le troisième défaut possible, l'incapacité. La loi protège ceux dont le discernement est altéré. Et le résumé fait bien la distinction entre plusieurs niveaux. Ah. Pour une personne totalement privée de discernement, un très jeune enfant ou une personne atteinte de démence, ces actes sont considérés comme n'ayant jamais existé. Ils sont nuls, Nullité absolue. c'est ça. En revanche, pour un mineur qui a un certain discernement, ou une personne qui dilapide son argent, un prodigue, Oui. leurs actes ne sont pas automatiquement nuls. Ils sont seulement annulables et uniquement s'ils leur causent un préjudice. Nullité absolue, annulabilité. Vous avez utilisé les deux termes. C'est une différence importante, j'imagine. C'est une distinction fondamentale. C'est la différence entre un contrat mort-né et un contrat simplement malade. Ok. Expliquez-moi ça. La nullité absolue, c'est la sanction la plus grave. C'est pour un contrat auquel il manque un élément essentiel, pas de consentement du tout, un objet illicite comme la vente de drogue. Le contrat est un néant juridique. Il n'a jamais existé. Jamais. Et n'importe qui peut le faire constater par un juge. C'est radical. Et la nullité relative ou l'annulabilité? C'est beaucoup plus souple. Là, le contrat existe, mais il est vicié. C'est le cas de l'erreur, de la contrainte. La règle protège un intérêt particulier, celui de la victime. Donc, seule la victime peut agir. Seule la victime. Et surtout, elle peut sauver le contrat. Si, une fois que l'erreur est découverte ou que la menace a cessé, elle décide de confirmer l'acte, eh bien, le contrat est guéri. Il devient parfaitement valable. D'accord, je vois bien la différence. Alors, maintenant, imaginons que notre obligation soit née valablement. Elle est en pleine forme. Quels sont ses effets? Son effet principal est résumé par une formule très forte, la force obligatoire du contrat. Ça sonne important. Ça veut dire que l'accord que vous avez signé a la même force qu'une loi. Mais pour vous et l'autre partie. Vous êtes tenu de respecter votre parole. Le contrat est la loi des parties. Exactement. Et de l'exécuter de bonne foi. C'est le pilier de la confiance qui permet tous les échanges. D'accord, donc ça s'impose aux parties. Mais qu'en est-il des autres? De ceux qui n'ont rien signé? Mon contrat ne concerne pas mon voisin, on est d'accord? C'est le principe de l'effet relatif des contrats. En théorie, un contrat ne crée de droits et d'obligations que pour les signataires. En théorie. Oui, parce que la source souligne une exception qui est devenue extrêmement courante. C'est la stipulation pour autrui. Attendez. Ça veut dire qu'un contrat entre A et B peut créer un droit pour C, qui n'était même pas là. C'est exactement ça. C'est le mécanisme de l'assurance vie. Ah, bien sûr. Une personne, le souscripteur, passe un contrat avec un assureur. Dans ce contrat, il est prévu qu'à son décès, l'assureur versera un capital à une troisième personne, le bénéficiaire. Qui n'a rien signé, lui. Rien du tout. Et pourtant, il acquiert un droit direct contre l'assureur. C'est une sorte de magie juridique. Une magie qu'on utilise tous les jours sans le savoir. Bon, après avoir produit ses effets, une obligation doit bien s'éteindre un jour. C'est quoi la fin la plus naturelle de ce cycle? La fin la plus logique et la plus fréquente, c'est le paiement. Mais attention, en droit, paiement ne veut pas seulement dire verser de l'argent. Non. Non, c'est exécuter la prestation promise, quelle qu'elle soit. Livrer la marchandise, peindre le mur, donner le cours. Ah d'accord. Une fois que le débiteur a fait ce qu'il s'était engagé à faire, l'obligation est satisfaite, elle s'éteint. Le lien est rompu. Ah, c'est la fin heureuse. Mais j'imagine qu'il y a d'autres manières de s'en sortir. Oui, plusieurs. Il y a par exemple la novation. C'est quand les parties se mettent d'accord pour éteindre une obligation et la remplacer par une nouvelle. L'ancienne disparaît, une nouvelle naît. C'est ça. Il y a aussi un mécanisme très pratique, la compensation. La compensation. Imaginez que je vous doive 500 € et que pour une autre raison, vous m'en deviez 300. D'accord. Plutôt que de s'échanger l'argent, nos dettes se compensent, elles s'éteignent à hauteur de la plus faible et il ne reste qu'une dette de 200 € à ma charge.
c'est un raccourci efficace. Le résumé mentionne une dernière manière de s'éteindre qui semble un peu moins juste à première vue. C'est l'effet de temps. Vous parlez de la prescription libératoire. C'est vrai que c'est un concept délicat. Oui, Une obligation s'éteint si le créancier ne réclame rien pendant un certain temps. Si on vous doit de l'argent et que vous ne faites rien pendant des années, eh bien, vous pouvez perdre votre droit de le réclamer en justice. ça peut paraître injuste pour celui à qui on doit de l'argent. Pourquoi cette règle existe? L'objectif n'est pas de récompenser le mauvais payeur, c'est de garantir la stabilité et la paix sociale. La société a besoin de sécurité juridique. On ne peut pas laisser les gens dans l'incertitude indéfiniment. Exactement. On ne peut pas laisser des dettes potentielles planer sur la tête des gens pour toujours. Passé un certain délai, on considère qu'il faut pouvoir tourner la page. Le silence du créancier vaut abandon. D'accord. Le parcours est très clair finalement. On part d'un accord qui crée un lien de droit. On voit que ce lien peut être fragile si le consentement est vicieux au départ. Puis, une fois qu'il est solide, il s'impose aux parties. Avant de se dénouer. Soit par son exécution, soit par un nouvel accord, soit même par cet oubli organisé par la loi. C'est une excellente synthèse. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question un peu pour la suite. Toute cette architecture classique, que décrit si bien Alcus Barry, repose sur un idéal, Lequel? celui d'individus libres, égaux, qui négocient et consentent de manière éclairée. Oui, Est-il de ce consentement négocié? Est-ce que le fondement même de la théorie des obligations n'est pas en train de muter sous nos yeux? Est-ce qu'on ne passe pas d'un véritable accord de volonté à une simple formalité pour accéder à un service?